Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur l'état des masses d'eau superficielles et souterraines en se focalisant un peu plus précisément sur la situation en région Centre-Val de Loire. Donc aujourd'hui, au sein de France Nature Environnement Centre-Val de Loire, je vais moi-même vous présenter ce webinaire. Donc je suis Cyril Camuel, coordinateur eau et climat, et je vais être accompagné de Jean-Louis Charleux, le pilote régional de notre réseau eau. Donc, pour remettre dans le contexte, ce webinaire fait suite à un premier webinaire qu'on avait réalisé en avril 2020 sur les critères d'évaluation des masses d'eau, que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube de FNE Centre-Val de Loire. Donc, rapidement, pour rappeler ce que sont les objectifs de bon état, il faut qu'on parle tout d'abord de la DCE, donc la directive cadre sur l'eau, qui demande de distinguer 4 états pour définir le bon état des cours d'eau de surface et des eaux souterraines. Donc cette DCE, en fait, c'est une politique commune à l'échelle de l'Union européenne pour atteindre justement cet objectif de bon état. Donc au niveau des eaux de surface, 2 états sont identifiés pour caractériser un bon état global de ces masses d'eau. On a l'état écologique et l'état chimique. Pour les eaux souterraines, là aussi, on a 2 états qui permettent de définir un bon état d'une masse d'eau souterraine. Donc l'état quantitatif et l'état chimique. Donc l'ensemble de ces paramètres vont vous être présentés dans les prochaines diapos, dans le diaporama pour identifier justement la situation qui peut exister aujourd'hui en région Centre-Val de Loire en se localisant sur le bassin Loire-Bretagne et sur le bassin Seine-Normandie, puisque notre région se répartit sur ces 2 grands bassins hydrographiques. Donc aujourd'hui, il existe une série de réseaux de surveillance des eaux de surface et des eaux souterraines qui se rattachent, comme je vous le disais tout à l'heure, au bassin Seine-Normandie qui recoupe essentiellement le nord de la région, avec le nord de l'Eure-et-Loire et le nord du Loiret, et le bassin Loire-Bretagne qui, lui, occupe tout le sud de la région, donc quasiment les 3/4 de la région. Donc on constate premièrement l'existence d'un réseau de contrôle de surveillance pour suivre l'état général et les changements qui peuvent s'observer sur les cours d'eau. Donc c'est le réseau RCS. Donc ce réseau RCS est renforcé par un réseau de contrôle opérationnel qu'on appelle RCO, mis en place pour suivre les masses d'eau qui risquent de ne pas atteindre le bon état. Et il est aussi important de noter qu'on a un réseau complémentaire, le RCA, qui lui vient compléter les réseaux que je vous ai présentés juste avant pour venir conforter finalement la connaissance de la qualité des eaux sur l'ensemble du territoire. Donc, ce qu'il est important de noter, c'est cette multiplicité des points qui existent et d'autre part, de noter aussi l'importance de multiplier ces points de contrôle puisque par ensemble de masses d'eau, en fait, on a un grand nombre de masses d'eau souterraines qui couvrent une grande surface. On a des cours d'eau qui évoluent depuis la tête de bassin versant jusqu'à l'aval. Et donc, on a des modifications qui s'opèrent sur ces cours d'eau et sur ces masses d'eau en fonction des zones traversées. Donc, ce réseau de surveillance suppose des équipements pour avoir un suivi sur les rivières et sur les nappes, et également de mettre à disposition des agents de contrôle qui peuvent passer sur le terrain pour vérifier à la fois le bon état du matériel de mesure et également faire des contrôles directement sur le terrain. Et donc tout ça, ça mobilise quand même des budgets importants au niveau de l'État, au niveau de la région, au niveau des différentes agences de l'eau. Donc, on bénéficie d'un nombre de stations aujourd'hui important sur les rivières, comme vous pouvez le voir sur la carte juste ici, donc qui représente les réseaux de stations hydrométriques en région. Donc, ces stations sont réparties sur tous les cours d'eau et elles ne sont pas uniques par cours d'eau, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, sur un même cours d'eau, on peut avoir une succession de points au niveau de chacun des fleuves ou de chacune des rivières. Et ça permet d'identifier l'évolution qu'on peut constater au fur et à mesure du parcours de l'eau. Alors, à ce réseau de surface, on a un réseau de stations piézométriques
donc qui sont ces sortes de forages qui vont mesurer le niveau de l'eau dans ces forages. Et ces forages sont localisés de telle façon qu'ils ne soient pas influencés par des prélèvements de proximité. Sinon, ça modifierait le suivi du niveau de l'eau. Donc ces forages, vous avez une petite légende en bas à gauche qui vous signale l'aquifère qui est capté. Donc ces aquifères sont nombreux en région centre puisqu'on a une région très diversifiée. On appartient au bassin parisien, mais dans sa limite. Donc on va avoir une influence dans les départements du sud du massif central. Et autrement, vous avez des grands aquifères qui vont se trouver soit en surface et d'autres qui vont se trouver sous les premiers aquifères. Donc on a, et dans même les aquifères qu'on va trouver en surface, comme le calcaire de Beauce, on va avoir localement du calcaire de Beauce captif, puisqu'il va se trouver sur la forêt d'Orléans. Donc on vous présente ici une vision d'un piézomètre. Donc c'est un forage, comme je l'ai indiqué, avec une installation qui permet de mesurer le niveau de l'eau. Ce réseau de piézométrique a été modernisé il y a plusieurs années pour qu'on ait des piézomètres télétransmis. C'est-à-dire que toutes les semaines, Adrian reçoit des informations sur le niveau d'eau et c'est inscrit dans des tableaux qui permettent de suivre l'évolution des grandes nappes. Et c'est très important quand on suit des aquifères comme la nappe de Beauce, par exemple, où il y a un déséquilibre entre l'alimentation de la nappe et les prélèvements. C'est valable aussi en Champagne-Berrichonne aussi, où on a une forte sensibilité de l'aquifère à l'ensemble des prélèvements et au niveau des pluies, puisque ce sont des nappes qui sont alimentées par les précipitations. Donc, vous allez avoir deux présentations des données géologiques de la région centre qui permettent d'avoir une vision de cette superposition des aquifères. Donc, vous avez le premier, l'aquifère des calcaires de Beauce, vous voyez, qui est affleurant et puis ensuite qui se trouve couvert sous la Sologne, par exemple. Vous avez un très grand aquifère qui est les grès du Trias, qu'on trouve sous toute la région, mais qui n'est affleurant que du côté de Saint-Amand-Montrond. Après, un autre aquifère très important, c'est le 5, l'aquifère des calcaires jurassiques, qui est affleurant dans la région de Bourges et qui est sollicité dans la Champagne-Berrichonne pour l'irrigation. L'aquifère de la craie séno-tyrolienne est important aussi dans notre région, puisqu'il est affleurant et il est largement sollicité, bien que sa capacité contributive soit liée à des phénomènes de fractionnement. Donc vous avez maintenant une coupe ouest-est. Vous voyez la vallée de la Loire du côté de Saumur, à gauche de votre écran, et la vallée du Loing à l'est de votre écran. Et on peut suivre, dans ce cas, la situation de la craie séno-tyrolienne qui est affleurante, puis captive et réaffleurante. Alors, il nous a paru important aussi, en abordant cette question de la qualité, de vous présenter par une carte globale et synthétique les orientations agricoles visibles en région centre, puisqu'elles vont avoir une incidence sur la qualité de l'eau et sur le fonctionnement quantitatif. Donc, on peut opposer, quand on regarde cette carte, les zones en jaune, céréales et oléoprotéagineux, qui vont être dominants dans la région de Chartres, qui vont être forts dans la région de Pithiviers, autour de Bourges, autour de Châteauroux, à des systèmes d'élevage, donc ceux qui sont représentés en vert pour les bovins lait, bovins viande, bovins mixtes, et d'autres verts, ovins, caprins, polyculture, que vous voyez sur le sud. Après, on peut remarquer aussi la présence de cultures spéciales qui peuvent localement soulever des questions sur détérioration de la qualité de l'eau, donc la viticulture, mais aussi l'arboriculture. Donc on voit qu'on a des grands ensembles assez homogènes qui masquent quand même une diversité des cultures au sein même de ces ensembles homogènes.
mais qui est quand même une dominante pour caractériser la région centre, un élevage qui est limité à certaines régions. Donc, merci Jean-Louis pour cette introduction. Maintenant, ce qu'on vous propose, c'est de vraiment aller au cœur du sujet par rapport à l'état des masses d'eau au niveau régional. Comme je vous le disais en introduction, nous nous sommes appuyés essentiellement sur deux documents. L'état des lieux 2019 sur le bassin Loire-Bretagne et l'état des 2019 sur le bassin Seine-Normandie. Donc rapidement, pour vous donner les chiffres globaux, je vous présente ici l'évaluation de l'état des eaux au niveau du bassin Loire-Bretagne. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, lors de l'état des lieux de 2019, nous avions 24% des cours d'eau qui étaient identifiés en bon état écologique, sachant qu'initialement, lors de la mise en place de la DCE et des premiers objectifs de bon état, l'idée était d'avoir un bon état écologique en 2015 initialement. Or, cette date a été repoussée successivement et encore aujourd'hui, même en 2027, dans le projet de SDAGE qui est proposé sur le bassin de Loire-Bretagne, on n'a pas d'objectif d'atteindre les 100%. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une réelle difficulté à atteindre ce bon état. Donc, pour aller un peu plus dans le détail, au niveau du bassin Loire-Bretagne, on a 15% des plans d'eau qui sont en bon état écologique. Et après, sur une partie qui ne nous concerne pas directement, mais on a quand même souhaité vous la présenter parce que c'est important à l'ensemble sur le bassin. Donc, on a 40% des estuaires qui sont en bon état écologique et 79% des eaux côtières qui sont en bon état écologique. Alors là, bien sûr, on est plutôt sur les parties bretonnes et dans les pays de la Loire par rapport à ce bassin Loire-Bretagne. Au niveau des eaux souterraines, on a une situation qui est meilleure. Donc, nous avons 88% des nappes d'eau qui sont en bon état quantitatif et 64% des nappes d'eau souterraines également qui sont en bon état chimique. Donc là, c'est pour vous faire rapidement un état des lieux et après, ce qu'on vous propose, c'est d'aller point par point dans le détail sur la situation vraiment en région détaillée par carte que je vous présenterai juste ensuite. Donc, au niveau du bassin Seine-Normandie, on a une situation qui est globalement similaire. On passe de 24% à 32% des cours d'eau qui sont en bon état écologique, avec comme sur le bassin Loire-Bretagne initialement des objectifs qui étaient programmés pour 2015. Et au niveau des eaux littorales, on est à 69% de masse d'eau en bon état. Au niveau des eaux souterraines, on a globalement une bonne situation sur l'état quantitatif. On a 93% des masses d'eau qui ne sont pas en mauvais état quantitatif. Par contre, on a une problématique chimique sur ce bassin Seine-Normandie, alors qu'il n'est pas sur lequel la région Centre-Val de Loire est vraiment en partie sur ce bassin, mais il est quand même important de noter que sur ce bassin, l'état chimique des nappes d'eau est de moindre qualité que sur le bassin Loire-Bretagne. Alors, ce qui est important de noter, c'est que ces pourcentages sont établis sur le nombre de masses d'eau et non pas sur les surfaces couvertes. C'est ce qui va vous frapper quand vous verrez les cartes, c'est qu'on voit d'énormes surfaces qui sont en mauvais état et ça a l'air de contredire ces pourcentages. Ce n'est pas le cas. C'est que la référence est différente. Donc, pour en revenir à la notion d'état des cours d'eau, et par cours d'eau, on entend au superficiel, haute surface. Comme je vous le disais en introduction, il y a deux états à regarder qui permettent d'évaluer le bon état d'un cours d'eau. On a l'état écologique du cours d'eau, qui intègre à la fois des éléments biologiques et des éléments physico-chimiques. Donc, par éléments biologiques, on entend tout ce qui va concerner des populations, par exemple, tout ce qui est des paramètres de mesure de l'état biologique. On va avoir l'I2M2, on va avoir l'indice poisson, on va avoir l'indice diatomée, par exemple, tous ces indices-là. Et au niveau physico-chimique, on va essentiellement avoir des indices comme le taux de saturation en oxygène et les éléments en nutriments qu'on peut trouver dans l'eau, par exemple. Et donc ensuite, on a l'état chimique qui, lui, se caractérise par un nombre de substances d'intérêt qui sont finalement identifiées dans les masses d'eau et qui sont mesurées.
pour définir des seuils de qualité à partir desquels on peut définir une eau en bon état. Donc, à partir de l'état des lieux, donc 2019, qui se base globalement sur des données de 2017 en région, alors pour le bassin Loire-Bretagne ici. Donc, vous avez la région Centre-Val de Loire qui se situe dans le cercle. Donc, globalement, l'état écologique des cours d'eau sur ce bassin Loire-Bretagne, il est quand même plutôt moyen à médiocre, avec, comme vous le voyez, notamment en tête de bassin versant, au sud de Clermont-Ferrand, par exemple, on a des cours d'eau qui sont en bon état écologique. Il y a aussi un gros effort qui a été fait sur la partie Bretagne. Le centre Bretagne, aujourd'hui, est vraiment en bon état écologique. Par contre, quand on se focalise sur notre région, on a quand même certains points qui sont sur lesquels on est en état médiocre, voire en état mauvais, notamment tout le nord d'Orléans, qui correspond essentiellement à la nappe de Beauce. On a aussi le secteur le sud de Bourges et autour de Châteauroux, où on a quand même des qualités écologiques qui ne sont pas, qui sont plutôt dégradées, et le long de la Loire aussi, sur le bassin alluvial de la Loire, notamment à Blois, on a là aussi un état écologique qui est assez dégradé sur cet état des lieux. Donc, les éléments déclassants au niveau de l'état écologique des cours d'eau sur le bassin Loire-Bretagne sont essentiellement l'indice poisson, l'indice diatomée. Donc, l'indice poisson, rapidement, c'est à partir d'une pêche électrique, ça permet de mesurer les taux, enfin les populations en fait, de poissons qu'on a et d'estimer la bonne qualité d'un cours d'eau à partir de là. Les diatomées, en fait, ce sont de micro-algues à squelette siliceux qui, là aussi, servent d'indicateurs finalement pour identifier la qualité écologique d'un cours d'eau. Et donc après, on a certains éléments comme le bilan en oxygène, les nutriments, où là, on va avoir notamment les nitrates, par exemple, et le phosphore, et certains polluants aussi spécifiques. Donc, comme on le voit dans ce tableau, on a une diversité finalement de déclassement au niveau de cet état écologique sur le bassin en Bretagne. C'est important de retenir l'indice poisson, notamment, parce qu'il peut nous indiquer, nous mettre sur la piste de certaines responsabilités dans les plans d'eau ou les étangs qui ont été établis sur les cours d'eau. Parce que, comme vous avez vu dans la carte précédente, même quand on est sur la Sologne, on a des cours d'eau qui sont en mauvais état. Et on suspecte la forte incidence de ces cours d'eau qui, en créant un réchauffement et un obstacle au libre écoulement de l'eau, modifient la population piscicole et favorisent l'eutrophisation. Donc sur le bassin Seine-Normandie, donc toujours pour parler de cet état écologique. Donc voilà, comme je vous le disais en introduction, la région Centre-Val de Loire, elle est vraiment, on a une toute petite partie de la région qui se situe sur ce bassin, mais on note quand même que par rapport à l'état écologique du bassin et de la région, on se retrouve aussi en état moyen à mauvais sur la région Centre-Val de Loire, avec une qualité écologique qui est un peu meilleure au niveau de l'Eure-et-Loire autour de Chartres, mais en état moyen, et qui est mauvaise à médiocre quand on se déplace vers l'est et le nord du Loiret. Donc sur le bassin Seine-Normandie, les éléments les plus déclassants sont l'indice diatomée au niveau des paramètres biologiques et au niveau des paramètres physico-chimiques. C'est la quantité de phosphore qui est essentiellement déclassante dans ces cours d'eau. Alors juste aussi pour faire un aparté, au niveau de cet état des lieux qui a été réalisé en 2019, il faut savoir qu'il y a eu des nouveaux paramètres, en tout cas des paramètres qui ont été mis à jour dans leur dans leur mode de calcul pour définir le bon état des eaux. Comme vous le voyez sur le schéma, là par exemple, on a l'indice I2M2 qui est, on va dire, le pendant de l'indice IBGN qui existait jusqu'ici, mais qui est un indice IBGN amélioré et normalisé, on va dire, à une échelle européenne pour justement définir
ce bon état écologique des cours d'eau. Et donc, avec ce nouvel indice, c'est vrai que par rapport à l'état des lieux de 2013, il n'y a pas forcément toujours, comme on ne part pas sur le même indice, en termes d'évolution, c'est un peu compliqué, c'est un peu difficile de visualiser cette évolution, mais c'est bien pris en compte dans les documents et si vous allez voir un peu plus ces documents, vous verrez que vous aurez plus d'explications à ce niveau-là. Donc, cet état écologique, comme je vous le disais, il se différencie en deux états. On a la qualité biologique du cours d'eau et la qualité physico-chimique du cours d'eau, qui rentrent dans cet état écologique global des cours d'eau. Et donc, si on prend sur le bassin Loire-Bretagne et plus en détail sur la région, l'élément biologique, on se retrouve avec cette carte. Donc, quand on fait le parallèle avec la première carte que je vous ai présentée, on voit qu'on se retrouve globalement avec les mêmes zones qui sont en mauvais état ou en état médiocre sur la région, ce qui est normal. Et donc, dans ces éléments biologiques, comme je vous le disais tout à l'heure, on prend en compte l'élément déclassant parmi plusieurs éléments végétaux et invertébrés et poissons. Je vous rappelle également, oui, on ne va pas forcément aller plus loin aujourd'hui sur tout ce qui est pris en compte de ces éléments, mais je vous ai mis le lien de notre précédent webinaire où là, on caractérisait vraiment les moyens d'arriver à cet état des lieux au travers ces différents éléments de prise en compte. Et voilà. Et donc pour la partie physico-chimique, donc les éléments de qualité physico-chimique sont, comme je vous le disais tout à l'heure, essentiellement le taux de saturation en oxygène et les nutriments qu'on peut retrouver dans l'eau, et également la température de l'eau, par exemple, plusieurs paramètres. Et on voit quand même que sur la région, on est sur un état qui est plutôt bon à moyen par rapport à la qualité biologique que je vous ai montré tout à l'heure. Donc vraiment, sur l'état écologique des cours d'eau en région, l'élément quand même le plus déclassant et qui déclasse la région, les masses d'eau de la région, c'est essentiellement cet élément biologique. Au niveau des nitrates, on a décidé de vous faire un petit zoom sur les nitrates, notamment par rapport aux différentes classes de qualité. Donc aujourd'hui, pour qu'un cours d'eau soit qualifié en bon état par rapport au nitrate, il faut qu'il ait une concentration en nitrate inférieure à 50 mg par litre. Donc sur la carte que vous voyez, vous avez les différentes concentrations en nitrate que l'on peut retrouver sur les masses d'eau du bassin Grande-Bretagne et dans le cercle sur les masses d'eau de la région Centre-Val de Loire. Et comme vous le voyez à l'échelle du bassin, on est quand même on a quand même seulement quelques zones en rouge qui sont en mauvais état, avec une concentration en nitrate supérieure à 50 mg par litre. Mais ce sur quoi on veut aussi vous alerter, c'est que toutes les zones que vous voyez en vert, ce sont des zones sur lesquelles on a une concentration en nitrate qui est comprise entre 40 et 50 mg. Donc même si officiellement on peut classer ces zones en bon état par rapport à la qualité des nitrates, la concentration en nitrate, excusez-moi, on est quand même sur une ligne on est assez en équilibre par rapport à ça. Et il y a encore des efforts à faire sur ces zones pour essayer justement d'avoir des taux des concentrations en nitrate moins importantes, éventuellement atteindre l'état très bon, inférieur à 10 mg. Mais on est encore très loin de tout ça sur l'ensemble du bassin et aussi sur la région, avec notamment des gros dépassements, encore une fois, sur la zone de la nappe de Beauce et autour de Blois également, et un peu au niveau de Châteauroux. Et on voit quand même qu'à l'échelle de l'ensemble du bassin, on a une très bonne qualité des eaux au niveau de la tête du bassin versant, au sud-est, et qu'après ça se dégrade à partir de notre région notamment, même si voilà, on ne dépasse pas les 50 mg sur toutes ces zones.
Donc, cette problématique nitrate, elle a des impacts, notamment sur la politique agricole. Et donc, en région Centre-Val de Loire, ben, on a un classement des zones vulnérables aux nitrates. Et donc, on voit que ces zones vulnérables sont essentielles. Enfin, vous les voyez sur la carte de gauche, et elles sont essentiellement localisées dans les zones sur lesquelles, sur la carte précédente, là, vous voyez, on avait des zones en rouge où on avait des dépassements en nitrate. Juste en dessous, par exemple, vous voyez une zone en bleu qui correspond à peu près à la forêt de Sologne, sur laquelle on a moins de problèmes de nitrate et sur laquelle on n'est pas en zone vulnérable. Donc, les efforts à faire au niveau de ces nitrates, ils sont notamment d'une part liés à l'agriculture. Donc, c'est pour ça que ces zones vulnérables sont mises en place. Et donc, vous voyez en comparant la carte des zones vulnérables sur la gauche et sur la droite en plus petit, je ne l'ai pas mise en très gros, je suis désolé. On a également la carte des zones du zonage agricole. On a quand même les grosses zones agricoles, notamment de production de céréales autour de Chartres, autour de Bourges, autour de Châteauroux, qui sont classées en zones vulnérables et sur lesquelles on a quand même quelques problèmes au niveau des nitrates, même si on ne peut pas tout. En fait, le milieu agricole n'est pas responsable à 100% de toutes ces pertes en nitrates, mais il y a quand même un lien qui peut être fait au travers de ces documents et au travers les différentes mesures qui sont mises en place justement pour réduire ces nitrates d'origine agricole. Au niveau de... Maintenant, je vous propose de passer à l'état chimique des cours d'eau. Donc, par état chimique, l'état chimique que je vais vous présenter ne prend pas en compte les matières ubiquistes. Les matières ubiquistes, en fait, ce sont des substances à caractère persistant et bioaccumulable qui ne sont pas forcément prises en compte dans la mise en place des états des lieux d'un point de vue chimique, notamment parce que ce sont des molécules qui se dégradent très difficilement et en fait qui sont persistantes dans les masses d'eau. Vous avez par exemple toutes les substances que vous voyez juste en dessous du diaporama, les substances ubiquistes, ce sont des substances difficiles à dégrader et donc qui ne sont pas, comme je vous le disais, qui ne sont pas forcément prises en compte dans cet état des lieux chimiques. Parce qu'en fait, dès qu'on les prend en compte, que ce soit sur le bassin Loire-Bretagne ou sur le bassin Seine-Normandie et sur l'ensemble de la région finalement, on se retrouve avec quasiment l'ensemble de la région qui est en mauvais état chimique, de par le fait que ces substances, elles existent, mais vu qu'elles ne se dégradent pas, à partir du moment où elles sont dans le sol, on se retrouve tout le temps à les retrouver dans le sol et dans les eaux, on se retrouve tout le temps à les retrouver lorsqu'on analyse la qualité chimique des cours d'eau. Donc sur cet état chimique hors ubiquiste sur le bassin Loire-Bretagne, on se retrouve avec un déclassement de 15% des cours d'eau, donc tous les cours d'eau que vous voyez en rouge, qui sont classés en état mauvais. Et donc sur la région de Centre-Val de Loire, on a des déclassements essentiellement en Eure-et-Loire, on a quand même une petite patate, et le long de la Loire, à l'est de la région aussi. Ces substances sont... Alors en fait sur ce tableau, excusez-moi, vous avez en fait le nombre de substances non ubiquistes détectées et déclassantes par cours d'eau et la fréquence à laquelle on les rencontre. Donc, c'est-à-dire, sur cet axe de fréquence, ce sont des pourcentages. Donc, vous avez en fait, lorsque vous avez un déclassement chimique, il est lié dans 65% des cas à une seule substance. Et après, on passe tout de suite à un chiffre très faible. On est à moins de 20% quand il y a deux substances qui sont détectées pour déclasser la masse d'eau. Et effectivement, tout ça pour dire que souvent, c'est une seule substance qui va déclasser le cours d'eau au niveau de ces substances non ubiquistes. Alors, parmi ces substances, toujours sur les données du bassin Loire-Bretagne, on retrouve essentiellement les substances que vous pouvez voir dans ce tableau, qui sont des métaux lourds,
notamment cadmium, plomb, nickel, des pesticides, certains éléments divers et des HAP qui sont présentés donc dans ce tableau. Et donc vous voyez que malgré tout, dans les substances que l'on retrouve, on a des substances qui sont aussi là interdites depuis un certain temps, mais que l'on continue quand même de retrouver. Donc même si elles ne sont pas classées comme ubiquistes, elles le sont un petit peu. Par exemple, vous voyez que pour le dichlorvos, c'est un pesticide qui était utilisé depuis 2007 pour la conservation des céréales, enfin, qui a été interdit en 2007, pardon, et qu'on retrouve encore, qui est dans 9 masses d'eau, par exemple. Et pour beaucoup en fait de ces produits, c'est des produits qui ont été interdits, mais qui sont que l'on retrouve toujours. Et là, on se retrouve face à la question de pour améliorer la qualité des masses d'eau et notamment d'un point de vue chimique. C'est sûr, il est intéressant. Enfin, on doit mettre en place des mesures. Par contre, on a vraiment des éléments qui restent en fait à la fois dans les sols, enfin, essentiellement dans les sols en fait, et après qui se diffusent dans les cours d'eau. Et c'est vrai que c'est assez compliqué de les prendre en compte finalement parce que derrière, c'est des éléments sur lesquels aujourd'hui on a du mal à jouer, en tout cas en termes de diminution des pollutions chimiques. Et ce qu'on peut voir aussi, c'est que c'est un produit qui a un usage agricole ou un usage autre. Par exemple, terbutine, c'est un herbicide, mais qui est présent dans les peintures des façades. On a un autre qui est... donc, par ailleurs, on a le diuron qui n'est plus utilisé en agriculture depuis 2007, mais qu'on trouve dans les antimousses pour les toitures et les façades. Donc, c'est assez difficile entre la part de ces produits qui ont été stockés dans les sédiments ou dans les sols et qui se décomposent lentement, et puis des usages qui peuvent perdurer parce que, n'étant pas agricole, on peut encore trouver ce produit. Donc, au niveau de ces dépassements, donc le tableau précédent, c'était le nombre de masses d'eau déclassées. Et ici, vous avez un tableau avec le nombre de masses d'eau déclassées, mais liées aux concentrations maximum admissibles. Alors qu'avant, c'était lié à une moyenne annuelle de pesticides. Donc ça, c'est quand on prend une moyenne annuelle, pardon. Et ici, c'est quand on a vraiment un dépassement de la concentration maximum admissible, qui est un seuil. Et donc, on retrouve là aussi plusieurs substances que l'on retrouvait déjà dans le tableau précédent, qui sont là aussi essentiellement là, on est vraiment sur des pesticides, sauf pour le cadmium, où on est sur des métaux lourds. Sur le bassin Seine-Normandie, au niveau oui, excusez-moi, on est toujours sur le bassin Nord-Bretagne. Au niveau des pesticides, on a quand même des dépassements réguliers. Donc là, ici, sur cette carte, en fait, vous avez le nombre de dépassements du PNEC par masse d'eau et par an. Alors, le PNEC, en fait, c'est la concentration d'une substance dans un milieu qui est considérée comme sans risque pour l'environnement et pour la biologie. Et à partir du moment où ce seuil est dépassé, on se retrouve avec des risques environnementaux et biologiques. Et donc, on a quand même un grand nombre de dépassements à ce niveau-là sur la région, notamment au nord du secteur de Blois, où on a souvent entre 6 et 10 déclassements, autour de Châteauroux, au nord de Bourges. Donc, voilà, on se retrouve aussi avec une problématique pesticide, de toute façon, sur la région, et vous le verrez plus tard au travers des cartes de distribution de l'eau qu'on vous présentera. Au niveau du bassin Seine-Normandie, alors voilà, là ça peut vous paraître, au niveau du bassin Seine-Normandie, au niveau de cet état chimique, on a seulement un déclassement de 10% des cours d'eau. Donc ça peut paraître peu, et oui, c'est vrai que c'est peu, et notamment dans la région, on n'a pas de mauvais état chimique à ce niveau-là. Par contre, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est l'état chimique hors ubiquiste. À partir du moment où on prend les matières ubiquistes,
c'est vrai qu'on se retrouve là aussi avec quasiment la totalité du bassin Seine-Normandie qui est classé en mauvais état, et c'est quelque chose que vous pouvez retrouver dans l'état des lieux du bassin. Au niveau des plans d'eau, donc sur le bassin Loire-Bretagne, on a un certain nombre de plans d'eau. La plupart de ces plans d'eau sont en état moyen à médiocre. Donc il faut savoir que les plans d'eau aujourd'hui, que ce soit sur le bassin Seine-Normandie ou sur le bassin Loire-Bretagne, c'est un milieu qui est pris en compte justement dans cet état des lieux par rapport à la qualité de l'eau. Par contre, c'est aujourd'hui un secteur sur lequel il y a peu d'actions qui sont réalisées. Donc, même au niveau des analyses qui sont réalisées sur les bassins, elles sont vraiment dans une fréquence moindre que sur les eaux souterraines ou sur les cours d'eau. Donc, ça ne veut pas dire que les données qu'on va vous présenter n'ont pas d'importance. C'est juste que le poids de ces données est un peu moins important par rapport à ce qui vous est présenté sur les cours d'eau et ce qui vous sera présenté juste ensuite sur les masses d'eau souterraines. Donc, ici, vous avez les informations sur le bassin Loire-Bretagne. Donc, comme je vous disais, on est essentiellement sur un état moyen sur les cours d'eau du bassin Loire-Bretagne et également sur les plans d'eau Loire-Bretagne, mais également sur les plans d'eau de la région Centre-Val de Loire. Et pour la plupart, ces plans d'eau sont classés en état moyen. Donc, on a 72% des plans d'eau qui sont classés en état moyen sur le bassin Nord-Bretagne. On n'en a que 17% qui sont en bon état et 1% en très bon état. Donc, on est globalement à moins de 20% des plans d'eau en bon état sur ce bassin versant. Et donc, les symptômes de dégradation des plans d'eau sont essentiellement l'eutrophisation liée aux excès de nutriments, puisque les plans d'eau en fait accumulent les nutriments vu qu'ils ne bénéficient pas d'un écoulement continu de l'eau, et donc on se retrouve avec des quantités de nitrates qui peuvent être importantes, des quantités de phosphore aussi apportées qui peuvent être importantes, notamment au travers des apports dans les sédiments. Et donc voilà, ces principaux symptômes sur les plans d'eau sont l'eutrophisation et en particulier le cas du phosphore. Pour que vous ayez un ordre d'idée de l'évolution de ce qui se passe au niveau des plans d'eau depuis l'état des lieux de 2013, on a 69% des plans d'eau qui sont dans un état équivalent par rapport à 2013. On a 22% des plans d'eau qui sont considérés qui sont en meilleur état qu'en 2013. Et on en a 9% qui sont en moins bon état par rapport à l'état des lieux de 2013. Mais globalement, c'est quelque chose d'assez stable. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il n'y a pas les actions mises en place sur les plans d'eau ne sont pas forcément nombreuses. Et de toute façon, dans les documents d'état des lieux, les documents du stage en fait, indiquent bien que sur ces bassins, il y a encore beaucoup de choses à faire et qu'aujourd'hui, il y a peu de choses qui sont réalisées. Donc, au niveau du bassin Seine-Normandie, là aussi, les plans d'eau sont plutôt en état moyen. Donc, au niveau de l'évolution de ce qui s'est passé sur ce bassin, on passe de 9 à 4 plans d'eau en bon état. Donc, on a quand même une baisse de 5 plans d'eau qui sont passés en état moyen ou médiocre. Et globalement, malgré tout, ce qui est identifié sur ce bassin, c'est qu'on note une amélioration de l'état, mais on est quand même sur une classe majoritaire qui est des plans d'eau en état moyen. Donc rapidement, pour faire un petit zoom sur les plans d'eau au niveau de la région Centre-Val de Loire, on a décidé de rapidement vous montrer quelques plans d'eau que vous pouvez éventuellement connaître. Le lac des Gusons, l'étang de la vallée de Combreux, l'étang du Puy à Cerdon-Argent-sur-Sauldre, et également le lac dont je voulais vous parler, c'était le lac de Sidiailles, qui est un lac situé dans le sud de l'Indre. Alors pourquoi je vous en ai un peu parlé? C'est parce que voilà, je vous dis qu'au niveau des actions, il y a peu d'actions qui sont réalisées, mais c'est aussi lié aux enjeux qu'on va donner au bassin. Oui, c'est ça, au bassin, puisque c'est au plan d'eau.
puisque ces plans d'eau, dans la plupart des cas, c'est des plans d'eau qui sont juste là pour faire de l'irrigation ou pour des bases de loisirs. Après, le lac de Sidaï, par exemple, il est utilisé aussi pour l'eau potable au niveau du département de l'Indre. Et donc, sur des plans d'eau comme celui-ci, il y a des mesures qui sont plus importantes, qui sont mises en œuvre. Et voilà, donc il y a une certaine disparité des mesures en fonction des plans d'eau, mais ça dépend aussi de l'utilisation qu'on va faire des plans d'eau. Par exemple, sur ce lac de Sidiaï, on a 6 millions de mètres cubes qui sont stockés, et on a quand même 1,8 million mètres cubes qui sont utilisés pour l'eau potable. C'est pour ça que il y a des mesures qui sont bien plus importantes sur celui-ci que sur d'autres bassins. Mais voilà, tous les bassins ne sont pas utilisés pour l'eau potable. Alors, maintenant que nous avons terminé avec les eaux de surface, je vous propose de passer à l'évaluation de la qualité des eaux souterraines. Donc, les eaux souterraines la qualité des eaux souterraines s'établit selon 2 critères, le critère quantitatif et le critère chimique. Donc, au niveau du critère, excusez-moi, donc rapidement au niveau Centre-Val de Loire, on a 55 masses d'eau souterraines qui se trouvent soit entièrement sur la région, soit qui sont juxtaposées avec des régions voisines. Et donc, on a 4 systèmes dominants, enfin 4 types de masses d'eau souterraines au niveau de la région, qui sont des masses d'eau à dominante sédimentaire, des masses d'eau de type alluvial, des masses d'eau imperméables localement aquifères et des masses d'eau de socle. Je vous ai mis un exemple pour chacune. Au niveau des masses d'eau sédimentaires, on a par exemple la nappe de Beauce. Au niveau des masses d'eau de type alluvial, on a les alluvions de Loire, notamment autour de Blois. Au niveau des zones imperméables localement aquifères, il y a par exemple les sables calcaires et argiles du bassin du Poitou, Brenne et Berry-Libre. J'ai mis un peu de temps à la trouver, celle-ci, mais voilà le type de masse d'eau que vous pouvez trouver. Et au niveau des socles, on a quand même des masses d'eau de socle au niveau du sud de la région, notamment parce qu'on a on est relativement proche du massif central, notamment notre bassin versant de la Creuse. Donc pour ces masses d'eau souterraines, l'état quantitatif, qu'est-ce qu'il permet en fait? Donc assurer la bonne quantité d'une masse d'eau souterraine d'une nappe phréatique, ça permet d'assurer un équilibre à long terme entre les volumes, sur les volumes s'écoulant dans la nappe, d'éviter une altération significative de l'état chimique et écologique des eaux de surface. C'est vrai qu'il y a ce lien en fait qui est fait entre eau souterraine et eau de surface, qu'il ne faut jamais oublier. Un bon état quantitatif aussi permet d'éviter une dégradation significative des écosystèmes terrestres. Toujours ce lien en fait entre eau de surface et eau souterraine. Et enfin, alors là c'est pas forcément pour notre région puisqu'on est loin de la côte, mais il permet aussi d'éviter toute invasion saline. C'est vrai qu'en fait, quand vous avez les nappes qui baissent, les eaux salines qui sont sur la côte peuvent en fait prennent la place en fait qui n'est plus occupée. Et c'est comme ça qu'on se retrouve sur la côte quand on a des nappes phréatiques qui se réduisent, on se retrouve avec des eaux salées en fait quand on fait des forages. Voilà. Mais bon, ça c'est un petit aparté, c'est pas dans notre région. Donc l'état quantitatif sur le bassin Loire-Bretagne et toujours en se focalisant sur la région Centre-Val de Loire dans ce cercle, plutôt en bon état. On a 88% des masses d'eau à l'échelle du bassin Loire-Bretagne qui sont en bon état quantitatif. On n'en a que 12 qui sont en mauvais état. Alors après, quand on voit les zones qui sont en mauvais état, on retrouve quand même un grand nombre de zones dans notre région, avec notamment, on a vraiment une problématique importante sur la nappe de Beauce, que vous voyez au nord d'Orléans. Il y a aussi dans la zone de Bourges, vraiment dans cette zone-là, on a un état quantitatif qui est mauvais. Et entre Châteauroux et Tours également. Donc, le deuxième élément d'étude de la qualité des eaux souterraines, c'est l'état chimique. Donc, on a un état chimique qui est considéré comme bon lorsque les concentrations en polluants dues aux activités humaines ne dépassent pas certaines normes qui
qui ont été choisis dans le cadre de la DCE. Lorsque ces concentrations n'empêchent pas d'atteindre le bon état fixé pour les eaux de surface et les écosystèmes terrestres, toujours pareil, hein, comme tout à l'heure, il y a vraiment ce lien eau souterraine, eau de surface, qu'il faut vraiment pas oublier. Et alors aussi lorsque les concentrations n'empêchent pas d'atteindre les objectifs liés aux zones protégées, donc notamment au niveau des zones de captage, parce que les masses d'eau souterraines, en tout cas sur la région, la plupart des captages d'eau potable qui sont utilisés pour la consommation humaine sont situés sont prélevés sur des nappes d'eau souterraines. Et donc, on a besoin d'avoir une bonne qualité chimique pour ensuite pouvoir distribuer ces eaux. Et enfin, on a toujours cette question de l'eau salée, qui là, quand on va avoir une eau saline qui va rentrer, rentrer dans la nappe, on va avoir une chimie qui va totalement changer. Mais là, pareil, pour la région, on n'est pas directement concerné. Donc, l'état chimique sur le bassin Loire-Bretagne, il est plus mauvais que sur l'état quantitatif que je viens de vous présenter tout à l'heure, où on a 64% des masses d'eau qui sont classées en bon état chimique et 36 qui sont en état médiocre. Quand on fait un zoom un peu plus en détail, on se rend compte que l'essentiel des déclassements chimiques sont dus aux nitrates et aux pesticides, avec, pour la carte que vous voyez sur la droite, 42% des mauvais états finalement qui sont dus aux nitrates seuls, 23% qui sont liés uniquement aux pesticides, et il y a les deux aussi bien sûr qui peuvent être associés et qui représentent 36% des dépassements pour les masses d'eau en état médiocre. Sur la région Centre-Val de Loire, on voit que l'état chimique aussi est plus dégradé que l'état quantitatif. On retrouve alors la même zone au niveau de la nappe de Beauce, c'est toujours une zone entre Tours et Châteauroux, et également au niveau de Bourges. On se retrouve souvent sur les mêmes zones et on voit toujours que la zone globalement qui est quand même le plus préservée, c'est le sud d'Orléans et l'est d'Orléans, qui correspond à la forêt de Sologne et aussi notamment à la forêt d'Orléans, qui sont des zones naturelles sur lesquelles il n'y a pas énormément d'activités anthropiques, que ce soit agricole, industrielle, Même il n'y a pas une population non plus qui est très importante à ces niveaux-là. Donc cet état chimique sur les masses d'eau souterraines et cet état quantitatif, à l'échelle du bassin de Loire-Bretagne, il a très peu évolué depuis 2007. Quand on voit l'état chimique, donc vous avez à chaque fois la période sur les tableaux, vous avez à chaque fois donc la période sur laquelle la mesure a été faite et le pourcentage de bon état chimique et de mauvais état chimique sur la gauche et sur l'aspect quantitatif sur la droite. Donc au final, comme vous le voyez, on est vraiment stable finalement depuis 2007, que ce soit sur l'aspect quantitatif ou chimique. Et il y a deux hypothèses, on va dire, qui s'entrechoquent. Donc la première chose qu'on peut se dire, c'est que on met en place des mesures pour à l'échelle du bassin versant pour améliorer l'état des eaux souterraines et finalement c'est stable, donc il ne se passe rien et les politiques qui sont mises en place sont mauvaises. Donc c'est sûr que il n'y a pas d'amélioration. Après, dans un deuxième temps, on peut aussi se dire que les politiques qui sont mises en œuvre permettent de maintenir déjà cet état quantitatif et cet état chimique. Surtout qu'il ne faut pas oublier d'intégrer qu'on a quand même une évolution notamment liée au changement climatique. Et ce qu'on peut se dire, c'est que les mesures qui sont prises en compte permettent au moins de tamponner les effets du changement climatique. Donc, même si vous voyez des graphiques stables, finalement, on peut quand même se dire que les actions mises en place ont vraiment une utilité. Moi, j'appuierais plutôt ce point de vue, surtout quand je m'arrête à l'état quantitatif, puisque c'est là, au niveau des prélèvements d'eau, on pourrait penser qu'avec le changement climatique, les années récentes très sèches et très déficitaires en pluviométrie
on aurait aggravé le problème. On voit que ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le fait du hasard, c'est parce qu'il y a des mesures importantes qui ont été mises en place sur les grands aquifères pour encadrer les prélèvements par l'irrigation, par exemple. Donc, il est indubitable que là, il y a un résultat, même si c'est en dessous des espoirs d'atteindre la perfection. On voit bien qu'on a un résultat intéressant et que c'est au minimum la nécessité de maintenir ces politiques et les améliorer à la limite pour l'état chimique, puisque là, on est quand même qu'à 60%. Il y a peut-être encore des marges de progression. Et comme on vous a montré la carte des zones vulnérables, il y a une interrogation à voir sur les actions qui sont menées dans ces zones et sur les cibles qui sont choisies pour savoir s'il faut en ajouter d'autres ou s'il faut modifier les actions. Donc sur le bassin Seine-Normandie, donc au niveau, on est toujours sur la partie masse d'eau souterraine. Donc on a quand même des masses d'eau qui sont vraiment en état médiocre d'un point de vue chimique sur l'ensemble du bassin. Et donc si on se focalise également sur la région, donc on voit que on est toujours sur la nappe de Beauce, pardon, qui est en état médiocre d'un point de vue chimique. Par contre, on a quand même une partie qui est en bon état, donc notamment l'Albien captif au niveau du Loiret. Pour l'état quantitatif sur le bassin Seine-Normandie, donc là on voit que globalement sur le bassin c'est mieux, mais si on se focalise sur la région, on voit quand même qu'on est voilà, on fait partie en tout cas de la masse d'eau qui est mauvais élève avec certaines autres, notamment toujours avec la nappe de Beauce qui est aussi en mauvais état quantitatif. Donc en fait, tous ces mauvais états d'un point de vue quantité, ils amènent finalement les politiques publiques à mettre en œuvre des moyens réglementaires en fait de gérer l'eau différemment, avec notamment, on voulait introduire avec vous la notion de ZRE, zone de répartition des eaux, qui sont en fait des zones qui sont soit sur des bassins, des sous-bassins, des unités hydrographiques ou directement des systèmes aquifères complets, notamment pour la nappe de Beauce, par exemple, qui est un système aquifère complet, où sont constatées une insuffisance autre qu'exceptionnelle de la ressource en eau par rapport aux besoins. Et donc, ces zones permettent de faciliter la conciliation des intérêts des différents utilisateurs de l'eau en finalement proposant des mesures pour partager de façon plus durable cette ressource en eau. Par exemple, sur la nappe de Beauce, qui est une zone de répartition des eaux, vous avez une répartition par type d'usager avec l'eau qui est répartie avec 450 millions de mètres cubes destinés à l'irrigation, 11 millions de mètres cubes à l'eau potable, 40 millions de mètres cubes à l'industrie. Et tout un ensemble d'autres mesures qui peuvent être et un SAGE-BOSE qui a défini des règles de répartition de l'eau par année en fonction des niveaux piézométriques de la nappe. Donc, ça a permis de mettre en place tout un accompagnement et un calage avant la campagne d'irrigation des droits de prélèvement d'eau des eaux souterraines pour limiter le risque d'avoir des insectes de cours d'eau. Donc, sur la région, donc, par rapport à ces problèmes quantitatifs, les différentes ZRE qui sont mises en place, on vous les présente rapidement. Donc, on a des zones de répartition qui sont liées à des systèmes aquifères, donc vraiment des grandes nappes. Donc, la nappe de Beauce, par exemple. On a la nappe du Cénomanien qui reprend quasiment tout l'ouest de la région, avec tout l'Indre-et-Loire et tout le Loir-et-Cher, une partie de l'Eure-et-Loire, du Loiret et du Cher. On a la nappe de l'Albien au nord de la région. Et on a également des zones de répartition des eaux qui sont définies par bassin hydrographique. Donc, on en a une qui vient se superposer à celle que je viens de vous présenter tout à l'heure sur la nappe de Beauce, qui correspond au bassin des cours d'eau liés à la nappe de Beauce, avec notamment la Juine, l'Essonne et le Fusain, qui sont les rivières principales qu'on peut rencontrer sur cette zone de répartition des eaux.
et vous avez également le bassin versant du Cher qui est classé en ZRE. Donc globalement, vous voyez que sur le département, on a quand même sur la région, on a certaines mesures qui sont prises en compte, notamment à travers ces ZRE, et on a quasiment quand même toute la région qui est couverte par ce type de politique. Et donc, on a choisi de vous montrer les ZRE après vous avoir montré les zones vulnérables. Vous montrez que les classements de qualité ont des incidences importantes sur la façon dont les activités économiques vont pouvoir se développer, puisqu'elles sont liées, elles s'accompagnent de contraintes, soit de contraintes pour la réalisation de forage, tout type de forage, soit pour la consécration de certaines nappes à l'eau potable, le fait qu'elles soient réservées, donc il soit plus possible de faire des forages pour l'industrie, pour l'agriculture dans ces nappes, ou qu'il faille mettre en place des pratiques particulières, je pense en zone vulnérable pour les agriculteurs, la mesure de reliquat d'azote à la fin de l'hiver pour mieux caler leur campagne de fertilisation, la tenue de registres. Donc, tous ces classements ne sont pas anodins et ne sont pas des simples procédures administratives et des objectifs, mais après apparaissent concrètement dans la vie des uns et des autres. Alors pour conclure sur ces masses d'eau souterraines, on a décidé aussi de vous proposer deux cartes qui l'une correspond aux teneurs moyennes de nitrate dans les eaux distribuées en 2019 et juste ensuite vous aurez les teneurs moyennes en pesticides dans les eaux distribuées également en 2019. Donc le lien en fait qu'il y a à faire avec la qualité de l'eau, il est direct. Hein. Comme je vous le disais tout à l'heure, la plupart des captages en fait, sur la région sont des captages liés aux eaux souterraines. Donc, l'eau qu'on va pomper dans les eaux souterraines, elle va finir dans vos robinets. Même s'il y a des traitements qui sont réalisés dessus, et ben, malgré ces traitements, on voit qu'on a un nombre quand même assez important de dépassements sur la région. Donc, quand on se focalise sur cette carte qui correspond aux teneurs moyennes en nitrate dans les eaux distribuées, on a quand même en 2019 autour de 25 000 habitants qui ont au moins eu dans l'année une fois leur eau du robinet qui a dépassé l'exigence de qualité des 50 mg. Donc pour les nitrates, c'est quand même relativement faible, hein, même si ça représente quand même 1% de la population régionale. On a quand même une baisse de 0,6% depuis 2013. Donc on peut dire qu'on a une légère amélioration par rapport à la qualité des nitrates dans les eaux du robinet entre le rapport de 2013 de l'ARS et le rapport de 2019. Après, on voit quand même que le département le plus concerné de la région, c'est l'Eure-et-Loire. Et en Eure-et-Loire, c'est vrai qu'on a une activité quand même agricole qui est importante, sur laquelle on a des épandages de matières fertilisantes et notamment de nitrates. Et c'est vrai que certaines fois, on peut considérer que les dépassements peuvent être liés à cette activité et que certaines mesures peut-être devraient être mises en œuvre pour réduire encore ces quantités de nitrates. Parce qu'on voit clairement sur la carte que voilà, c'est au niveau de l'Eure-et-Loire qu'on a cette problématique nitrate. Alors, c'est là où il faut faire aussi un peu de géologie et retourner à ce qu'on exposait tout au début de la présentation sur la nature des masses d'eau et leur fragilité ou pas à être polluée par les activités de surface. Il est certain qu'il est plus intéressant d'aller chercher de l'eau dans les nappes captives, mais c'est beaucoup plus coûteux, c'est beaucoup plus risqué en termes de non-succès des forages. Et donc, on a sollicité majoritairement les masses d'eau qui étaient les plus disponibles, mais elles sont les plus exposées aux pollutions. Et c'est pour ça qu'on a cette situation en Eure-et-Loire et que dans le Loiret, on voit que dans la Craie, c'est-à-dire à l'est de Montargis aussi, on a des secteurs très sensibles du fait de la géologie et de la communication facile des eaux de surface avec les eaux souterraines. Donc la deuxième carte qu'on voulait vous proposer, donc là c'est pareil, cette fois-ci c'est la teneur maximale en pesticides dans les eaux distribuées au niveau de la région.
Alors là, alors comme vous le voyez sur la carte, on a une répartition un peu plus générale des dépassements sur la région, même si on a quand même un nombre important de dépassements, encore une fois, sur l'Eure-et-Loire, mais vraiment, on se retrouve, on a quand même plus de dépassements globalement sur la région. Et on observe quand même 11% de la population qui a été touchée par ces dépassements en 2019, soit quand même 300 000 habitants sur l'ensemble de la région. Donc, c'est quand même important. Et au niveau des pesticides, par rapport au rapport de 2013, on a une augmentation de 6% de la population touchée. Donc là, on constate qu'il y a une dégradation à ce niveau-là et que les niveaux de qualité au niveau pesticides ne sont pas toujours respectés dans la distribution, au niveau de la distribution en eau potable. Et comme vous le voyez, les molécules qu'on retrouve, ce qui est difficile aussi, c'est que voilà, vous avez l'atrazine, par exemple, et des dérivés de l'atrazine, qui est encore une fois un pesticide qui a été interdit depuis plus de 10 ans et qu'on retrouve encore en quantité très importante, même dans l'eau potable. Donc toujours là pour nous dire que voilà, quand on a une substance qui est interdite, c'est pas pour autant qu'on va pas la retrouver dans les cours d'eau. Et il est vraiment difficile de jouer en fait sur ces substances-là parce qu'on n'a pas aujourd'hui de moyens de réduire les quantités de ces éléments dans les cours d'eau, sauf en les interdisant. Mais voilà, même en les interdisant, on les retrouve toujours après. Donc, ça peut être démotivant, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer notre politique de réduction, notamment des pesticides, par exemple, en tout cas sur les nouvelles politiques mises en œuvre. Mais pour tout ce qui a été fait, on a du mal en fait à faire disparaître complètement ces traces-là. Oui, je crois que c'est important de tenir compte d'un historique et d'avoir une distanciation par rapport aux commentaires qu'on peut faire, puisqu'on voit bien que des pratiques anciennes, le fonctionnement des masses d'eau, puisqu'on a des masses d'eau qui sont alimentées depuis la surface, donc ces produits descendent vers les couches plus profondes et on ne peut pas se débarrasser des effets de ces produits juste par des politiques d'interdiction. Alors, ça justifie qu'il y ait eu des interdictions, bien sûr, puisqu'on on retrouve encore ces produits maintenant, mais il faut avoir un peu de recul et encourager toutes ces politiques qui misent à la réduction de l'usage des pesticides. Notamment, on pouvait espérer que l'interdiction des pesticides par les communes, par les collectivités et puis par les amateurs ait un impact. Pour l'instant, malheureusement, d'après les cartes qu'on vous a montrées, on ne le mesure pas. Mais il est certain que cet effet est là, il est peut-être non mesurable, encore que quand on regarde la qualité des cours d'eau, on voit bien qu'il y a quand même une amélioration et c'est lié à ces effluents qui venaient des villes, qui étaient porteurs d'herbicides notamment, mais aussi de certains insecticides, utilisés par les villes ou par les jardiniers amateurs qui se retrouvaient dans les cours d'eau. Il y a eu une amélioration, mais ça ne se traduit pas globalement quand on fait des commentaires au niveau de l'ensemble de la région. On en a terminé par rapport à l'état des lieux en région, à la fois sur les eaux souterraines et superficielles. Et pour avoir un petit axe d'ouverture, ce qu'on vous propose, c'est d'évaluer, d'identifier le pourquoi on peut avoir justement un mauvais état au niveau des différentes masses d'eau sur notre territoire. Et donc, tout ça, c'est lié à des pressions exercées sur le milieu. Donc, par pression, on entend tout ce qui peut être prélèvement, rejet, altération de la morphologie, de la biologie d'un cours d'eau, lié notamment aux activités humaines et donc qui est susceptible d'affecter le bon état des eaux. Donc, la notion de pression est issue du schéma conceptuel DPSIR que vous voyez sur la droite, qui correspond en fait à un schéma à partir duquel on va identifier
une pression, alors à la base à partir d'une force motrice. Donc en gros, c'est comment on appelle ça la raison, en fait. Quand on va avoir une population importante, par exemple, la pression, ça va être des flux rejetés plus importants. On va avoir une concentration, alors pas forcément en nitrate, mais en tout cas une concentration en polluants qui va être plus importante. On a un impact derrière lié à cette population avec des restrictions d'usage et donc des réponses à mettre en place au travers des mesures. Donc voilà le diagramme pression. Donc les pressions exercées sur le milieu sont caractérisées par ces 6 notions que vous pouvez voir sur cette diapositive. On a les rejets ponctuels, les apports diffus, les prélèvements, l'altération de l'hydrologie. On a aussi la morphologie des cours d'eau et enfin les pressions directes exercées sur le vivant par le vivant. Donc on va y venir en détail tout de suite. Donc les rejets ponctuels, c'est une pression en fait qui est caractérisée par un déversement de matières polluantes directement dans le milieu aquatique au niveau d'ouvrages localisés. Donc par exemple sur la droite vous voyez une buse qui rejette une eau. Ici, ça doit probablement être une eau pluviale. Et voilà, on a des rejets au niveau des stations d'épuration, par exemple. On a des rejets au niveau des villes sur les buses liées aux eaux pluviales. Et donc, on observe des rejets ponctuels de macro et micro-polluants qui sont essentiellement liés à, comme je vous le disais, les collectivités, avec les stations de traitement d'eau usée, les réseaux d'eau pluviale, les déversoirs d'orage. On a aussi les sites industriels qui produisent des eaux usées et qui peuvent les déverser dans le milieu. Et on a aussi le milieu agricole au niveau des flux de drainage. Donc, quand on a des parcelles drainées sur des parcelles agricoles. Donc le drainage, bien sûr, il est généralisé sur l'ensemble de la parcelle. Mais après, on a une concentration du flux qui peut être en un point. Et on a un rejet finalement ponctuel qui vient dans le milieu naturel. Première pression, donc les rejets ponctuels. Seconde pression, les apports diffus, donc qui sont caractérisés par l'apport de matières polluantes dans les milieux aquatiques. Alors, sans identifier d'ouvrages localisés, mais en parlant d'apports diffus sur un milieu finalement, mais pas sur un ouvrage localisé. Donc, on a les apports diffus d'origine agricole au travers du nitrate et du phosphore, essentiellement au travers soit les effluents d'élevage, soit les engrais. On a les apports diffus de pesticides d'origine agricole et urbaine. Donc, même si aujourd'hui les pesticides, comme le disait Jean-Louis tout à l'heure, les pesticides urbains sont interdits avec la loi Labbé. Donc, on tend vers une réduction de ces pesticides d'origine urbaine, même s'ils existent toujours. Et on a des pesticides d'origine agricole. Et on a aussi d'autres types d'apports diffus, comme le réchauffement de l'eau lié au plan d'eau, qui va dégrader finalement la qualité des eaux, parce que la température est un élément de qualité dans l'identification du bon état des cours d'eau. On a les dépôts atmosphériques. Et puis aussi, on peut avoir, par exemple, les assainissements non collectifs, qui sont des rejets, des apports diffus, pardon. Parce que oui, sur les villes sur lesquelles il n'y a pas de connexion, on se retrouve avec des hameaux qui ne sont pas connectés au tout à l'égout, à l'assainissement collectif. On va avoir plein de systèmes d'assainissement non collectif qui vont finalement constituer une pollution diffuse sur l'ensemble du territoire. Ensuite, nous avons les pressions exercées par prélèvement et altération de l'hydrologie. Donc, ce sont des pressions qui, globalement, vont affecter le système hydrologique lui-même, le fonctionnement du cours d'eau, les continuités écologiques. Les continuités écologiques, c'est-à-dire la continuité en fait, sur une rivière ou sur un fleuve sans qu'il n'y ait de perturbations qui viennent morceler, on va dire, ce fleuve. La piézométrie des nappes et aussi le fonctionnement des zones humides. Donc, ces pressions liées au prélèvement, on peut avoir des prélèvements directs sur les cours d'eau ou sur les nappes. Là, par exemple, vous avez sur la droite un prélèvement direct sur un cours d'eau. On a aussi l'interception des débits des cours d'eau par les plans d'eau. Donc, c'est vrai que quand on crée des plans d'eau et qu'on décide de les remplir avec de l'eau qui vient de la rivière, pareil, on perturbe complètement l'hydrologie du cours d'eau, puisqu'on va
on va quand même prélever pas mal d'eau et du coup, en aval du prélèvement, on a des débits qui sont réduits, hein, notamment pendant la séquence de remplissage du bassin, enfin du plan d'eau, pardon. On a le drainage des surfaces agricoles aussi, qui contribue à une altération hydrologique. Et on a, pour tout ce qui va concerner le drainage, c'est pour les prélèvements, excusez-moi. Et donc, au niveau de l'altération de l'hydrologie, on va avoir aussi donc les barrages et les moulins qui vont, de par leur action en fait, sur le plan d'eau, sur le cours d'eau, excusez-moi, qui vont créer une discontinuité en fait, sur la rivière ou sur le fleuve. Alors, ça permet d'introduire ces notions de continuité écologique dont on vous parle, dont vous avez entendu parler du fait des politiques qui sont mises en œuvre et qu'on n'a pas vu apparaître clairement dans les critères de qualité exposés précédemment. Parce que la continuité écologique se mesure par les effets qu'elle a sur la chimie, sur la population des poissons, sur l'eutrophisation. Donc, elle n'est pas un critère de qualité, mais on la retrouve obligatoirement du fait des critères de qualité qui sont suivis. Et ça explique les politiques qui sont mises en œuvre au niveau national et on constate dans le département, dans la région, sur la suppression des obstacles à la continuité écologique. On peut citer ce qui s'est passé sur le Dvi, où un certain nombre de barrages ont été enlevés. Il se passe la même chose dans le Gâtinais sur le Puiseau, le Solin, où la politique du syndicat est de supprimer ces obstacles pour permettre au cours d'eau de moins s'étaler, donc de moins se réchauffer et d'avoir un cours plus rapide et plus naturel, et de permettre aux sédiments aussi de s'écouler depuis l'amont jusqu'à l'aval. Ensuite, nous avons des pressions exercées sur la morphologie des cours d'eau, avec en fait des pressions qui sont d'origine, qui sont essentiellement historiques, avec des pressions d'urbanisation, des pressions de mise en place d'axes de communication au travers des voies routières notamment, des pressions agricoles et également des pressions liées à la production d'énergie, où là on va avoir par exemple la production de barrages hydroélectriques, par exemple. Donc, comme je vous le disais, ces pressions sont la conséquence d'aménagements historiques. Et donc, on peut avoir les altérations que l'on retrouve au niveau de la morphologie sont essentiellement la profondeur et la largeur des rivières qui peuvent être impactées, les structures de substrat. Donc, il faut savoir que le substrat de la rivière il est constitué de différents éléments et finalement, en dégradant la morphologie, la dégradation du substrat, excusez-moi, fait partie de la dégradation de la morphologie, ou encore la structure de la rive aussi qui peut être dégradée. Donc, toutes ces pressions, finalement, participent à la baisse de qualité morphologique d'un cours d'eau. Alors, on a maintenu la présence d'estuaires et des eaux côtières pour nous permettre d'insister sur ce lien entre l'amont et l'aval. Bien souvent, on entend dire que les eaux qui circulent en période d'abondance d'eau, l'hiver, sont inutiles. Or, elles permettent d'aller jusqu'à l'estuaire où elles jouent un grand rôle dans l'évacuation des sédiments et jouent aussi un rôle dans l'alimentation des zones humides qui sont nécessaires à la reproduction des poissons. Donc, on voulait garder cette notion de dépendance de l'amont et de l'aval, puisque une qualité qui se dégrade en amont ne va pas s'améliorer en allant vers l'aval, puisqu'il va traverser d'autres zones agricoles, des zones bâties, des zones industrielles, et que tous ces débits, les débits importants qu'on peut constater à cette période de l'année, sont nécessaires à un fonctionnement normal des eaux côtières et des estuaires pour éviter l'accumulation de vases qui créent des problèmes sanitaires et puis qui modifient complètement la morphologie du cours d'eau et puis la présence de plantes ou la faune également.
Donc enfin, la dernière pression identifiée, c'est la pression directe sur le vivant. Donc les pressions directes sur le vivant sont des pressions liées directement, qui s'exercent directement sur les animaux ou les végétaux dans les cours d'eau, mais dont l'impact en fait sur la biologie s'exerce indirectement par l'altération des milieux aquatiques. En fait, ça peut être par exemple l'apport d'espèces parasites ou d'espèces envahissantes qui vont dégrader finalement la qualité des cours d'eau en perturbant les systèmes écologiques. Donc, par exemple, avec l'introduction des silures d'un point de vue au niveau de la pêche. Au niveau des végétaux, on a la renouée du Japon, en fait, qui est une espèce aussi envahissante, qui perturbe complètement. Là, on est sur l'aspect végétal des cours d'eau. Donc là, voilà. En gros, c'est l'introduction d'espèces qui vont déséquilibrer en fait les écosystèmes. Mais ce n'est pas une pression directe sur le milieu en lui-même, c'est plus une pression biologique. Alors, on a pris un peu plus de temps que prévu, mais il n'est pas tout à fait 11 heures. Donc, pour aller plus loin, ce qu'on vous propose, c'est là, en fait, je vous montre les documents sur lesquels je me suis appuyé avec les liens. Donc, vous avez l'état des lieux du bassin Seine-Normandie, vous avez également l'état des lieux du bassin Loire-Bretagne. Nous nous sommes également appuyés sur le rapport de l'ARS sur la qualité de l'eau potable de 2019. Et après, pour aller chercher toutes les informations liées à la fois au niveau piézométrique dans la région, également, excusez-moi. Donc, vous pouvez aller sur voilà, le site du CIGES. Pour le réseau de surveillance piézométrique, vous avez également le CIGES. Voilà, je vous ai intégré plusieurs données sur l'eau que vous pourrez récupérer ensuite, et ça vous permet d'avoir des sites pour suivre l'évolution finalement à la fois essentiellement des quantités d'eau en région, mais également de la qualité des eaux. Donc, je vous ai mis aussi le site de l'Adréal avec voilà, tous les mois une carte de l'hydrolicité qui est, qui est éditée. Par exemple, ici, vous avez celle de 2021. Excusez-moi. La banque hydro aussi, sur laquelle vous pouvez retrouver des données liées à l'eau, avec à chaque fois le lien également. Et par exemple aussi, vous avez le site Vigicru, sur lequel vous pouvez, si vous le souhaitez, retrouver des débits des cours d'eau au niveau des rivières que vous souhaitez suivre. Donc, nous vous remercions pour votre attention. Et je vous propose de venir aux questions, si vous avez certaines questions à nous poser.